Samedi 15 mai 1948, le lendemain de la déclaration d'indépendance, tôt le matin, on est au 123 du rue Yarkon à Tel Aviv. Ben Gurion est à son bureau, plus éveillé que jamais, mais plus inquiet que jamais. Pourquoi? 5 armées régulières ennemies ont fait mouvement. Ça n'existe pas encore, il n'y a que des forces armées qui existent et on va devoir se battre sur 3 fronts. Mais surtout, ce qui inquiète le plus Ben Gurion, c'est la situation de Jérusalem. Jérusalem compte 100 000 habitants, c'est 1/6 de la population juive à ce moment-là. Il y avait des combats à Jérusalem, des combats qui faisaient rage, mais on tenait bon. Et là, tout a basculé. Parce que la Légion arabe, c'est l'armée jordanienne, est rentrée dans Jérusalem. Tout a basculé parce que de toutes nos armées ennemies, la plus redoutable, celle qu'on craint le plus, c'est bien cette armée jordanienne. Le chef d'état-major, John Bagot Glab, c'est un Anglais. Le haut commandement anglais. Tous les officiers sont des Anglais, les renseignements anglais. En fait, l'armée jordanienne, c'est l'Angleterre en kéfier. La vieille ville de Jérusalem est déjà tombée entre les mains. Jérusalem-Ouest tient bon encore, mais il faut absolument tout de suite acheminer des renforts, des armes, des munitions vers Jérusalem. Seulement impossible. Impossible parce que la seule route qui monte vers Jérusalem, c'est une route de montagne sinueuse qui est contrôlée par les milices et les villageois arabes. À l'entrée de cette route qui serpente, il y a un verrou. Ce verrou, c'est l'extraordinaire forteresse de la Troune. La Troune, c'est quoi? C'est une ancienne prison et poste de police britannique qui surplombe toute la vallée et les champs alentours. C'est une abbaye, un monastère du Moyen-Âge avec des moines trappistes. Et c'est des villages arabes, tous hostiles alentour. Si on ne prend pas la Troune maintenant, Jérusalem tombera. Il n'est pas question d'un État d'Israël sans Jérusalem, conclut Ben Gurion. Et donc il décide de créer une nouvelle force, une brigade blindée, la Chativa Sheva, la 7e brigade. 24 mai 1948, 24 heures avant le combat de la Troune, Ariel Scheinerman, jeune lieutenant du bataillon 32, est couché avec ses hommes dans un champ d'oliviers. Ariel et son peloton seront le fer de lance de l'offensive israélienne. Il écrit à ses parents, le silence renfermé d'avant le combat. D'un coup, une file de camions décharge un nouvel arrivage, de nouvelles recrues qui ont survécu au camp de la mort. Un mélange de langues, ils se déshabillent, corps squelettiques tout pâles, et essayent d'enfiler un uniforme. Des noms de là-bas comme Herschel, Yatsek, Schmil. Ils sont silencieux, résignés, ils ont traversé l'enfer et se préparent à un énième dernier combat pour l'existence du peuple juif. Tout manque, soldats expérimentés, armes, munitions, nourriture. La 7e brigade dispose de 2 canons seulement. D'ailleurs, c'est la seule brigade blindée au monde qui dispose de, vous entendez bien, 0 blindé. Tour de Babel, pas possible, on doit faire venir des traducteurs pour traduire les ordres les plus basiques. Les plus chanceux vont s'entraîner 2-3 jours. Le lieutenant Ariel et le bataillon 32, la Chativa Alexandroni, eux par contre, sont des combattants aguerris. Ce sont des sabras de l'unité d'élite du Palmar, des Israéliens purs et durs. D'ailleurs, entre nous, il se serait bien passé de ces Olim Khadashim, ces nouveaux immigrants avec des accents et des noms de là-bas. L'offensive contre la Troune, qu'on va appeler Opération Binoun, est prévue pour la nuit du 25 mai. Objectif, prendre donc ces différentes positions et ensuite forcer le passage et arriver jusqu'à Jérusalem. Quand un officier fait remarquer qu'il y a seulement un quart des hommes qui ont une gourde, on lui dit « mais t'inquiète, vous allez vous battre de nuit et au petit matin tu seras déjà à Jérusalem et tout le monde pourra boire comme il faut ». Erreur mortelle, ces derniers jours, 2 régiments jordaniens se sont installés ici à la Troune avec leurs dizaines de tanks, canons, mitrailleuses et armes lourdes. Ça c'est sans compter 3000 soldats, plus les miliciens et les villageois de tous les villages alentours. Et en face, vous vous rappelez, 2 canons et Herschel et Yatsek. Les hommes descendent des bus. Ariel et son peloton se dirigent en silence dans les champs vers le monastère. Et tout d'un coup, la nuit est déchirée par un mur de feu pas possible. En fait, les Jordaniens ont tout vu depuis le début, ont attendu que les hommes s'engagent dans les champs et ont ouvert le feu tous en même temps. C'est tout de suite la catastrophe, c'est la débandade et l'offensive tourne en tentative désespérée de se couvrir et de se retirer. Ariel, dans les premières lueurs de l'aube, aperçoit un vallon. Il ordonne à tous ses hommes de courir et de prendre couverture dans le vallon. Sur 36 de son peloton, il a déjà 10 morts et 15 blessés dès les premières minutes. Les soldats jordaniens et les villageois commencent à sortir du monastère pour achever les blessés qui sont encore dans les champs. Alors Ariel tente un repli et en se levant, il prend une balle dans le haut de la cuisse qui lui sort par le ventre. Il est très grièvement blessé, une blessure béante au ventre. Parmi les combattants qui parviennent jusqu'au champ se trouve Yaakov Bogin. Yaakov, il a 19 ans. C'est un fils d'immigrants polonais. Il a débarqué il y a 2 jours, il a été détaché au peloton de Ariel. Je ne sais même pas comment il s'appelait, racontera Ariel plus tard. Yaakov a pris une balle à la mâchoire du côté gauche, il a pris aussi une balle à l'épaule. Yaakov est à bout de force, il rentre dans le champ, il crève de soif, il a perdu beaucoup de sang. Et tout d'un coup, il entend un râle de douleur et il voit coucher Ariel, son officier.
Ariel lui dit, avance, ne t'arrête pas, je me débrouillerai. Et Yaakov, le fils d'immigré, lève de force Ariel, le combattant aguerri, il l'appuie sur son dos et pas à pas, il commence la longue marche pour retrouver les forces israéliennes. Ils avancent, ils tombent, ils se relèvent, retombent, ils perdent connaissance, ils repartent, jusqu'à ce que finalement Ariel, il n'en peut plus. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie, racontera-t-il. Et il décide d'abandonner, il se couche dans le champ, il perd connaissance. Alors Yaakov, en rampant, va trouver dans la poche de Ariel son portefeuille. Il ouvre le portefeuille et il trouve la photo des parents de Ariel. Il rampe vers le visage de Ariel, il le secoue, il le gifle jusqu'à le réveiller. Et il lui fait des signes en lui montrant la photo. Pourquoi il lui fait des signes? Parce que Yaakov, il ne peut plus parler, il a la mâchoire déchiquetée. Mais dans sa tête, il lui hurle, « Tu vois tes parents? Tu veux les revoir? Ils veulent te revoir. Alors lève-toi et n'abandonne pas, sinon ils ne te reverront pas. » Et ensemble, ils vont repartir et doucement, doucement, pendant des heures, ramper et marcher jusqu'à rejoindre un commande-car israélien qui les évacue. Ariel guérira et après la guerre d'indépendance, il entame des études d'histoire à l'université, son rêve. Un jour, son ancien officier vient le voir et lui dit « Ariel, on a besoin de toi, l'État d'Israël a besoin de toi, il faut que tu réintègres l'armée. » Ariel lui dit « Mais moi, j'ai commencé des études d'histoire, c'est ma passion. » Et son officier aura ce mot-là « Arik, l'histoire, il est temps maintenant de l'écrire et pas seulement de la lire. » Et donc Arik va rejoindre l'armée, il va créer la fameuse unité 101, puis l'unité des parachutistes, il va continuer à gravir les échelons et on le retrouve en 1973, général, commandant de tout le secteur sud. Il est celui qui va mener en fait la contre-offensive contre l'armée égyptienne, passer le canal de Suez et pour beaucoup, grâce à ça, sauver l'État d'Israël. Il quitte l'armée, il rentre en politique, il va être ministre, puis Premier ministre, il va finir Premier ministre. Il a aussi pour beaucoup des zones d'ombre dans son parcours, les choses sont compliquées, la vie est compliquée. Vous l'aurez reconnu, le jeune Ariel Scheinerman qui était couché dans le champ avec la blessure au ventre n'est autre que Arik Sharon. Et donc le héros de mon histoire c'est Arik. Mais non, le héros inconnu, longtemps anonyme, c'est Yaakov Bogin. Toutes les grandes choses qu'Arik va faire, tout ce qu'il va accomplir, en fait, il le doit à Yaakov. En fait, c'est toute la portée du retour. Israël revient à sa terre, à sa condition de peuple, et le fait d'être là et d'être connecté à ce peuple-là, inévitablement, cette histoire, elle passe par moi, elle passe par nous tous. En fait, on est ceux par qui permettent à l'histoire d'Israël d'être. Nous sommes tous les écrivains de cette histoire-là. On est tous en fait des Yaakov Bogin. Chag Atzmaut Sameach.